Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. Âme sensible, s'abstenir. Les femmes, je ne sais pas, mais en tout cas les enfants, dehors. C'est ici, dans ce banal petit immeuble du 172 rue André Carman, à Aubervilliers, que s'est déroulé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2004 le meurtre barbare de Maria Lopez, une Portugaise pieuse de 72 ans. Un crime qui présente toutes les caractéristiques du rituel luciférien. Son auteur, Mounir Ait Menguellet, un étudiant de 28 ans, bien que n'ayant jamais avoué, c'est ce garçon que la justice a reconnu coupable et condamné à 20 ans de réclusion criminelle en février 2008. Un procès ma foi sans précédent pour tenter de percer le mystère d'un acte aussi abominable qu'inexplicable. Suivez-moi. C'est un crime qui est monstrueux, fait par un accusé assez hors du commun. Cette femme atrocement mutilée, atrocement travaillée, au couteau, au cutter. Je n'ai vu que sa jambe, avec des écritures dessus. Je me sacrifie pour Dieu, avec une croix qui est inversée. Il est arrivé avec des gants noirs, des gants en latex. On sent bien une volonté de nuire, volonté de sadiser, de ritualiser la scène, qui est particulièrement choquante. On est dans quelque chose qui est élaboré, qui est construit un jour. Voilà, il se dit, eh bien maintenant, je vais le faire. Qu'est-ce qui a déclenché le rituel, qu'il soit sexuel, religieux ou macabre? Qui fait de la magie noire, qui fait de l'ésotérisme, c'est la victime. Pourquoi quelqu'un qui se dit athée aurait fait cela? Je n'arrive pas à saisir. Il est à peu près 9h ce 15 janvier 2004 lorsqu'une voiture de police quitte le commissariat d'Aubervilliers pour se rendre au 172 rue André Carman, une petite rue tranquille et résidentielle. Une femme vient d'appeler, follement inquiète pour sa mère âgée qui ne lui ouvre pas la porte ce matin-là. Christina Lopez doit lui déposer sa fille avant d'aller au travail, comme à son habitude. Sur le chemin, elle a essayé de l'appeler, aucune réponse. La fille de l'occupante de l'appartement du 2e étage trouve tout étrange et inhabituel. En ce matin-là, que se passe-t-il? En arrivant sur le palier, je vois un petit mot qui est écrit, donc ma chérie, je ne pourrai pas te garder ta fille aujourd'hui, je t'aime. Chose extrêmement bizarre, oui, il n'y a pas d'autre mot, puisque c'est pas l'écriture de ma mère. De là, j'ai sonné, tapé à la porte. Et c'était, dans l'appartement de ma maman, c'était encore le bois où quand on marche, il craque. Donc j'entendais des craquements derrière la porte. Donc je me suis dit peut-être qu'elle s'était endormie ou que... Voilà, à aucun moment je n'ai pu m'imaginer quoi que ce soit. Donc j'ai continué à frapper. Et à ce moment-là, il y a une voisine de ma mère qui donc habitait au-dessus, qui est descendue parce qu'elle m'a entendue donc tambouriner fortement à la porte. Donc elle m'a dit qu'elle avait entendu ma mère durant la nuit hurler, mais qu'elle n'en savait pas plus. C'est de là que la panique a commencé à gagner Christina et qu'elle a appelé la police. Mais avant même que celle-ci ne soit sur les lieux, soudain, la porte s'ouvre. Et là, je vois une tête à moitié réveillée, les cheveux totalement ébouriffés, vraiment comme quelqu'un qui venait de se réveiller, en tout cas. Et c'était le fils de l'ancien propriétaire de l'immeuble. Et tout le monde le connaît ici. Son nom, Mounir Ait Menguellet. Christina Lopez se retrouve face à face avec le meurtrier de sa mère, qui n'a même pas pris la peine de fuir. C'est incompréhensible. Christina se met à hurler.
je l'ai bousculé, j'ai poussé la porte. Je suis rentrée, donc là c'est vrai que je tenais pas en place. Je lui demandais où était ma mère. Et là, la maison, je regardais partout autour de moi, tout était sans dessus-dessous. Mais c'était un vrai carnage. Face à ce spectacle, Christina s'affole. Elle veut à tout prix voir sa mère, mais Mounir lui bloque le passage. Donc je me suis avancée vers la chambre, lui devant moi, et donc lui reculait. Là, j'ai allumé la lumière de la chambre. Un grand désordre, tout et n'importe quoi. Une odeur d'encens très forte. Et là, j'appelais ma mère, puisque je sentais qu'elle était sur le lit. Et elle était en travers du lit, le haut du corps recouvert. Et je n'ai vu que sa jambe, avec des écritures dessus. Inerte, puisque j'avais beau crier, l'appeler et au moment où j'ai voulu prendre les draps, les repousser en arrière pour prendre ma mère, pour la faire réagir, il m'a tenue par l'arrière, donc il a passé ses mains donc sur mon cou, sur ma bouche. Et il m'a dit qu'il ne fallait pas que je crie. Donc, instinctivement, je ne peux pas dire pourquoi, je l'ai mordu. Et là, j'ai pris peur. À ce moment-là, j'ai pris peur. Et je suis sortie donc, de l'appartement. Je me suis mis à hurler. Donc, les voisins sont arrivés sur le palier où vivait ma mère. Et là, j'ai continué à lui demander qu'est-ce qu'elle avait ma mère, pourquoi elle ne me répondait pas. Il a mis du temps et elle m'a dit qu'elle était décédée. Christina s'effondre, se met à hurler, puis se précipite vers son enfant de 2 ans. Et donc je l'ai repoussée et j'ai pris ma fille dans mes bras, je l'ai serrée. La scène devient surréaliste, les voisins sont tous descendus. Quant au jeune homme, sorti de chez sa mère, il essaye de rassurer Christina, en vain. Cet homme lui inspire au contraire une peur croissante. Je lui dis de ne pas bouger. Je lui dis que la police va arriver. Donc tout le monde est resté là. Il est resté assis sur les marches. Il est 9h20 quand la police et les pompiers arrivent enfin. Mounir Ait Mengelet est menotté puis placé dans un appartement inoccupé de l'immeuble. Pendant ce temps, les policiers pénètrent dans celui de Madame Lopez. À l'intérieur, c'est une véritable scène d'horreur qui les attend. Tout le monde était choqué, horrifié, ahuri, surpris. C'est un crime, et un crime particulièrement atroce. Des officiers de police judiciaire chargés de recueillir les traces ADN et tous les autres indices et éléments susceptibles de nourrir l'enquête arrivent à leur tour sur les lieux. Ils sont accompagnés du docteur Marc, le médecin légiste. La première chose qu'on voit qui est extrêmement surprenante, c'est le corps sur le dos, et déjà sur le dos, dans ce qu'on en voit, des mutilations qui sont importantes au niveau des membres inférieurs qui ont été complètement dévêtus. Il y a quasiment une section du membre inférieur à droite. Ce corps est indiscutablement celui de Maria Lopez. À l'horreur des plaies déjà constatées s'ajoute une étrange et macabre mise en scène. Il y a dans la main du corps qu'on voit apparaître un crucifix qui a été retourné, visiblement posé, il n'est pas pris. Il y a une photo du pape, si je me souviens bien, c'était Paul VI, ce n'était pas une photo récente, qui est retournée. Il y a aussi une photo d'une jeune fille à la racine des cuisses. C'est le visage de Christina Lopez qui a été placé à cet endroit du corps de sa mère. Ce n'est pas le détail le plus abominable ni le moins étonnant. Le long du corps, comme un tatouage, des inscriptions qui sont des inscriptions un peu triangulaires, un peu mal écrites, tracées sur le corps et qui s'arrêtent à certains endroits où des mutilations sont présentes. Le corps de la victime est entièrement recouvert d'inscriptions. C'est-à-dire il a été utilisé comme un parchemin et ces inscriptions sont toutes
à teneur, à thématique religieuse. Que s'est-il passé là exactement? Pourquoi et comment? Lever un à un tous ces mystères, comprendre l'ordonnancement précis des actes commis avant et après la mort, décrypter le message du meurtrier, tenter d'expliquer, d'analyser son geste, va se révéler l'enjeu d'une instruction menée pendant plus de 3 ans. Un prêtre exorciste a même dû être convoqué puisque tout, dans cette scène de crime, est parsemé d'ingrédients religieux. Un prêtre exorciste du diocèse de Paris qui ne comprend tout d'abord pas ce qu'on lui veut. Ce prêtre, l'abbé Maurice Bello, se souvient comme si c'était hier de ce jour de janvier 2004. Quelqu'un est débarqué comme ça, agité, frappant à la porte pour entrer. On était en réunion. Et pour finir, c'était un lieutenant de police. Ce lieutenant de police est encore sous le choc. Et on le comprend. Il sort tout juste de l'appartement de Madame Lopez. Il venait pour essayer de savoir si ce qu'il avait vu là, c'était pas un crime ayant quelque chose de satanique. Eh oui, ces inscriptions mystérieuses contiennent-elles le mobile du crime? On lui demande la traduction et la signification de ce message qui se déroule de la plante des pieds aux épaules sur l'ensemble du corps. Une phrase qui a été gravée, incisée au cutter dans les chairs de la victime. Donc il a fallu d'abord faire le déroulement de la phrase, qui est arrivé pour finir avec un mélange de grec, mais on n'a jamais su ce que c'était en fait. C'était du grec, de l'hébreu, enfin des signes qu'on n'a pas su interpréter. Mais par contre, très clairement, une phrase entière, mais dispersée sur le corps, où il y a « Agnus Dei qui tollis peccata mundi », agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans la liturgie catholique, cette phrase intervient au moment crucial du rituel. C'est la prière qui est prononcée avant la communion eucharistique, avant qu'on ne participe au corps et au sang du Christ. Ajouté au crucifix, à la photo du pape, à l'image de la Vierge, ainsi qu'au chapelet que le meurtrier a soigneusement disposé sur le cadavre, cet Agnus Dei semble confirmer la thèse d'un rituel sataniste. Mais l'heure n'est pas encore aux conclusions ni même au mobile de ce crime atroce. Dans l'appartement, les professionnels s'activent encore à découvrir la cause de la mort, son heure précise, à recueillir les indices et instruments qui ont pu servir au calvaire de Maria Lopez. En retournant le corps, on va avoir l'explication du décès, c'est effectivement une mort d'origine asphyxique. Il existe aussi quelques lésions de violence ou de prise en tout cas. Ça veut donc dire que les deux personnes, la personne agressée morte, la victime, et l'agresseur ont été face à face, et non pas quelque chose qui se serait passé chez quelqu'un d'allongé, sur son lit, sur son dos, dans cette pièce. Cette scène, cet affrontement aurait eu lieu dans le salon, ce qui expliquerait le grand désordre qui règne dans la pièce. Ce n'est qu'ensuite, dans un deuxième temps, que Maria Lopez aurait été transportée dans la chambre sur son lit, là où le meurtrier se serait acharné sur son corps tout au long de la nuit. La chronologie exacte est difficile à donner. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a forcément, à l'allure des plaies différentes post-mortem, des éléments qui ont été faits crescendo. Très probablement, les épingles à nourrice plantées, parce qu'elle saignait un petit peu, s'est fait relativement peu de temps après le décès. Il y a encore du sang. C'est une fois morte par asphyxie donc que la victime a subi toutes ces mutilations et inscriptions. Au-delà de la mise en scène religieuse, le crime présente aussi une dimension sexuelle. On trouve une morsure au sein, mais pas seulement. Des objets qui ont été introduits au niveau anal, puisqu'on va retrouver un tube de rouge à lèvres, on va retrouver une pile qui a été introduite. Mais à quelle heure remonte ce décès? Et quel temps s'est-il écoulé entre les premières et les dernières lésions? Les enquêteurs doivent reconstituer tout le scénario de cette nuit tragique. Mounir Ait Mengelet est le suspect numéro 1. Arrêté et interrogé, il ne nie pas avoir rendu visite à cette voisine âgée la veille au soir, mais il se dit innocent du meurtre qu'on tenterait de lui mettre sur le dos. Quand on est sur place, on comprend beaucoup mieux. Moins de 50 mètres séparent le domicile de Mounir, 10 avenue de la République, de celui de Maria Lopez, qui est situé 172 rue André Carman. Alors Mounir dit être rentré chez lui peu après minuit, s'être tranquillement endormi et avoir mis son réveil matin à sonner pour le rendez-vous fixé le lendemain matin par Maria chez elle avec sa fille Christina. Cette version, l'auteur présumé des faits va la répéter inlassablement jusqu'à son procès. Il niait formellement les faits qui lui étaient reprochés
affirmant simplement qu'il avait été au mauvais moment, au mauvais endroit. Durant ces fameuses confrontations, il avait encore cet air hautain de dire qu'il était parti, en tout cas avant qu'elle décède, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, qu'il est revenu, que ma mère leur a invité à 7h du matin à venir prendre le petit déjeuner avec moi et ma fille, qu'il est arrivé, que la porte de l'appartement était ouverte, qu'il était rentré dans l'appartement, qu'après, il a eu peur parce que moi je suis arrivée à ce moment-là. Pour les enquêteurs, rien dans cette version ne tient la route. Et l'on s'acharne donc sur cet unique suspect. Faut dire que tout l'accable. Le lieutenant de police qui l'interroge veut le faire avouer, veut le piéger, comme malheureusement la garde à vue permet de le faire. Ce que les enquêteurs veulent explorer et comprendre, c'est la nature du lien qui s'est noué entre cet étudiant algérien de 28 ans et cette veuve portugaise de 72 ans. Elle était venue à me parler de ce jeune homme, puisqu'elle me disait qu'elle, malgré tout, qu'elle le considérait comme un fils, puisqu'il lui manquait pas de respect. Il avait des études de droit. Petit à petit, il venait une après-midi, 1 heure, 2 heures. Il a réussi à amadouer ma maman, puisque c'était quelqu'un de très méfiant. Depuis la mort de son mari, Madame Lopez vit retranchée. Elle n'ouvre plus qu'à sa fille. C'est une femme solitaire, dépressive, à laquelle personne dans l'immeuble n'adresse plus la parole. Par quel miracle Mounir est-il le seul à avoir réussi à s'introduire dans la vie de Maria et dans quel but? Il lui dira qu'il a des grands diplômes en droit, donc il l'aidera au niveau, par exemple, de la copropriété ou sur ses problèmes de loyer. C'est quelqu'un qui se vante sans arrêt, qui se dit ceinture noire de karaté, mais on n'a jamais vu aucun diplôme, on n'a jamais eu aucun témoignage là-dessus, qui a fait savoir au cours de la procédure qu'il avait écrit une thèse. On n'a jamais retrouvé chez lui un quelconque document attestant de la réalité de cette thèse. Étrange personnalité que celle de ce Mounir Ait Mengelet. Sa fascination pour les religions, notamment, frappe tous les experts psychiatres qui se succèdent pour l'examiner. Le psychiatre Daniel Zaguri est l'un d'eux. Il avait un certain nombre de préoccupations autour des religions générales, de l'ésotérisme, qui étaient tout de même des préoccupations à la limite de la bizarrerie à certains moments. De l'ordre de la bizarrerie également les pratiques religieuses de Maria Lopez. C'est une femme qui va à la messe tous les dimanches, mais qui célèbre en parallèle chez elle d'autres rituels syncrétiques d'origine brésilienne. Maria, à mon avis, elle est dans une tradition catholique, disons, normale, mais avec beaucoup de sorcellerie. Mais ce qui n'est pas incompatible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tous ceux qui passent leur temps à dire des chapelets, à triturer des médailles, à porter des scapulaires, comme des protections magiques. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que là, ça a un côté pieux. Son intérieur est peuplé d'une multitude d'objets curieux et autres amulettes, support de sa croyance magique. Peut-être cette attirance commune pour l'ésotérisme, la religion, a-t-elle constitué le premier pas favorisant cette rencontre entre Maria et Mounir et permis qu'elle lui ouvre la porte? Ce qui est sûr, c'est que Mounir et Maria se connaissaient, s'appréciaient et se fréquentaient. Mais de quelle nature était au juste cette relation entre une femme de 72 ans, pieuse de surcroît, et un étudiant de 28 ans? C'est cette question centrale et extrêmement privée de la vie de la victime qui va faire éruption lorsqu'on tentera de comprendre le mobile du crime. Mais la relation paraît avoir évolué ensuite vers toute autre chose. Lui-même, je crois, avait été amoureux de la fille de la victime et il avait dit, ou on avait dit dans des témoignages que la mère n'aurait pas vu d'un mauvais œil une liaison entre eux. Il y a la volonté souterraine de la mère, donc Maria Lopez, d'écarter celui qu'elle considérait comme un monstre, celui dont elle voulait percer non seulement la personnalité, mais la personne, par des opérations de magie noire, par des opérations de vaudou, par des piqûres dans l'effigie de ce gendre qu'elle ne pouvait pas souffrir. Maria veut donc écarter Carlos, son gendre,
de la vie de Christina. Elle veut lui substituer Mounir qui semble parfaitement d'accord. En ce début de soirée du 14 janvier, c'est ce curieux pacte qui aurait été scellé entre eux au cours d'une bien étrange cérémonie. Une soirée a commencé dans l'objectif de, comment dirais-je, lancer des sorts contre Carlos qu'elle détestait comme futur gendre, qui était quand même le père malgré tout de sa petite fille. Et puis donc en faisant des rituels de magie, en lui en piquant avec les aiguilles dans le sexe pour le rendre puissant, dans les bras ou les jambes pour le rendre paralysé, ou dans la tête pour le rendre fou. Et au fil des heures, d'autres événements surviennent. Ce soir-là, semble-t-il, il y a eu des libations partagées, ils auraient bu ensemble. On citait, je crois, le chiffre de 4 verres d'alcool de sa part à lui. Et il a dit, mais de manière allusive, dans une phrase quand même qui est tout à fait étonnante, il a dit elle est passée des saints aux saints. C'est-à-dire, on a commencé par parler religion, et elle m'a ensuite montré ses seins. Elle aurait commencé à se dévêtir. Lui aurait commencé des attouchements avec, ce qu'il dit, le consentement de la victime, mais qu'il n'aurait pas pu. Qu'il aurait commencé à mettre un préservatif, mais que la victime dégageait, selon ses dires, une très forte odeur d'urine qui lui aurait empêché d'avoir une érection et lui aurait dit c'est pas possible, je n'y arrive pas. Et se serait quitté ce soir-là, bons amis, en se promettant de se revoir le lendemain matin pour prendre un café. Mounir Ait Menguellet, entendu à de nombreuses reprises ici au commissariat d'Aubervilliers, après son arrestation au domicile de Maria Lopez, a toujours farouchement nié être l'auteur de ce crime atroce. Mais il a en revanche déclaré avoir entamé un rapport sexuel ce soir-là avec Maria Lopez. Le préservatif utilisé a été retrouvé dans la poche de son pantalon au matin du 15 janvier, évidemment analysé immédiatement et atteste d'ailleurs bien de cette relation. Mais pour la fille de la victime, il est aussi insupportable qu'inacceptable et ne peut en aucun cas avoir eu lieu à la demande de Madame Lopez. Selon Christina, sa mère aurait tout fait pour y échapper d'ailleurs. Je pense qu'elle a essayé de se débattre, puisque malgré tout, ma maman avait une prothèse à la hanche, et qu'elle a dû se débattre très fortement, puisque celle-ci était disloquée. Donc, une prothèse qui sort de sa place, en tout cas qui sort de... C'est que vraiment, il y a eu, avec toutes ses forces, j'en suis persuadée qu'elle s'est débattue. Jambes cassées, ces traces très profondes de griffures sur le corps du meurtrier, pour moi, elle ne pouvait pas être consentante. Voulu ou non, ce rapport sexuel entre Maria Lopez et Mounir Ait Menguellet est, de l'avis de tous les experts psychiatres et psychologues, l'élément clé dans le déclenchement de la suite du drame. Hors norme, inacceptable du point de vue des conventions sociales ou de la morale, tout en effet s'oppose à un rapport sexuel entre cette femme, ma foi âgée, et ce garçon. La différence d'âge, évidemment, je vous le disais, le contraste entre cet acte et le décor de l'appartement de la victime, peuplé de bondieuseries, et la date même à laquelle il a lieu, car cette date est très loin d'être anodine. Il sait que dans la nuit du 14 janvier au 15 janvier, on va passer à quoi? À l'anniversaire, donc à la date de naissance de sa mère, 15 janvier 2004. Il y a manifestement dans cette rencontre ce soir-là une dimension incestueuse, au moins dans la tête de Mounir Ait Menguellet. L'inceste étant un interdit, sa transgression aurait pu générer chez son auteur une telle horreur que cela suffirait à expliquer la suite des gestes criminels. Le premier crime, pour lui, c'est l'inceste, et il verse dans le second, qui va être la mort donnée volontairement à Madame Lopez. Mais Mounir Ait Menguellet ne s'arrête pas là. Après le décès de Madame Lopez, débute la phase d'acharnement sur le cadavre de sa victime.
C'est ce malheureux corps qui va porter les traces qui est la faute sexuelle. Sur ce malheureux corps, une blessure particulièrement énigmatique va concentrer toute l'attention des enquêteurs, des médecins, des psychiatres. La jambe droite a été quasiment sectionnée et la chair retirée jusqu'à l'os. Elle était où, cette chair? Malgré toutes leurs recherches, les enquêteurs ne retrouveront nulle part cette partie humaine. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'elle a été brûlée, comme s'il s'agissait effectivement d'un sacrifice, éventuellement consommé. Consommé, le mot est lâché. Un nouveau degré franchi dans l'horreur, bien sûr. Mais pour Véronique Donnard, qui a elle aussi rencontré Mounir Ait Menguellet à plusieurs reprises au cours de l'instruction, cet acte de cannibalisme serait au contraire logique et cohérent au regard de tous les éléments contenus dans la scène de crime. J'ai retenu pour moi l'hypothèse d'une mise à mort sacrificielle, c'est-à-dire d'un meurtre qui fait sens pour le meurtrier et qui, quelque part, l'aide à se construire. Pour cette psychanalyste, Maria Lopez aurait été sacrifiée et sa chair consommée. Les inscriptions portées sur son corps justifieraient dès lors des raisons de ce sacrifice dans l'esprit du tueur. L'anus Dei, par exemple, ou encore « Moi, Maria, je me sacrifie pour Dieu », écrit sur une jambe. Enfin, la dernière inscription « Sale buveuse à sécher », une autre raison que Maria meurt. Dans l'éventail des interprétations possibles du crime, une autre explication peut encore surgir. Celle de la peur, qu'aurait pu inspirer les pratiques de sorcellerie de Maria Lopez, puisque, rappelons-le, la soirée a débuté en plantant des aiguilles sur la photo de Carlos, que la maîtresse de cérémonie veut écarter du cœur de Cristina au profit de Mounir. L'hypothèse peut être aussi pour le criminel de vouloir peut-être se protéger d'une influence maléfique ou mauvaise de cette femme étant morte, en posant sur elle dans tous les orifices du corps, hein, la bouche, le nez, la lèvre, etc., des espèces de protection pour que ça sorte pas, que ça retombe pas sur lui, quoi, comme une protection magique. Enfin, à mon avis, c'est une interprétation classique. C'est finalement peut-être pour se Mounir comme un jeu qui va mal tourner. Il suit Madame Lopez dans le délire ésotérico-mystico-sectaire. Je ne pense pas qu'au départ c'était un jeu pour eux. Je pense qu'ils étaient tous les deux dans une véritable recherche ésotérique. Le vaudou, quelque part, le candomblé, il y a aussi à la fois un transfert de puissance, il y a cette volonté de maléfice aussi, de jeter des sorts. Ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait qui est surprenante. Ce qui est surprenant, c'est qu'il tue. Maintenant, il faut aussi prendre en compte un autre aspect, c'est que la plupart du temps, dans tous ces rituels, les passages à l'acte sont favorisés par des éléments accélérateurs, par exemple la prise d'alcool ou la prise de produits, de médicaments ou de drogues. Ça a été le cas dans cette affaire. Exomil, je crois, et alcool, cocktail détonnant, qui peuvent être des éléments favorisant le passage à l'acte. Il n'en reste pas moins que le retour sur Terre n'en est pas moins dangereux, parce que quand je reviens un petit peu, quand je reprends à peu près mes esprits et que je me rends compte de l'acte que j'ai commis, je peux effectivement je continue parce que je prends mon pied et mon trip dans ce truc-là et je prends vraiment mon pied, ou l'acte que je commets me paraît tellement horrible que je peux me foutre en l'air, je me suicide. Mais Mounir Ait Menguellet aurait retourné cette violence contre Maria Lopez dans des circonstances qui vont être débattues lors de son jugement. Durant 5 jours, en février 2008, s'est tenu ici, à la cour d'assises de Bobigny, le procès de Mounir Ait Menguellet, qui s'est achevé, vous le savez, sur un verdict de 20 ans de réclusion criminelle. On a évidemment tenté de comprendre et de reconstituer les faits, mais aussi et surtout de percer les mystères de cette personnalité un peu scabreuse de Mounir Ait Menguellet. Un être, on l'a vu, capable du pire. Les éléments sataniques qui constituent la signature de son crime en sont-ils l'unique clé? Est-il un être dangereux? Par exemple, un serial killer en puissance? Dans quelle partie de sa vie, de son enfance,
de ses blessures conscientes ou inconscientes faut-il puiser les explications de ce terrible passage à l'acte? L'homme que l'on juge est indéchiffrable, emmuré dans son silence et dans la négation de son acte. Dans le box des accusés, là, c'est un homme à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, calme, paisible, beau, se présentant bien, ni arrogant, ni abattu, mais avec sûrement une sorte de force contenue, quoi. Le jour du procès, à vous dire vrai, je suis arrivée, je me sentais pas capable. Le fait de le voir devant moi, je me suis dit, je vais pas tenir. Le président a fait circuler les photographies, si mes souvenirs sont bons, oui, dès le premier jour, pour tout de suite montrer de quoi il s'agissait. 2 des jurés sont à ce point traumatisés qu'ils ne se représenteront pas le lendemain. Ait Mengele, quant à lui, aurait affronté ces images sans sourciller. Il les a regardées comme on peut regarder un album photo de vacances. Impassible. Rien. On avait l'impression de se retrouver dans le film de Seven, face à un malade de ce genre, face à un psychopathe. Pourtant, l'expert psychiatre est beaucoup plus mesuré, lui. Alors, l'examen psychiatrique ne met pas en évidence de maladies mentales franches. Pas un tableau de schizophrénie, le discours est fluide, on ne retrouve aucun de ces signes qui caractérisent la maladie mentale décompensée. C'est quelqu'un qui tente désespérément de contenir une angoisse sous-jacente et des préoccupations qui portent sur le corps. Il a une phrase, il dit, particulier qui avait retenu toute mon attention, il dit « J'essaie par tous les moyens de rester normal, mais sans beaucoup de succès ». Mais Mounir Ait Mengele ne dit pas tout aux experts qui l'examinent. Il ne veut pas se livrer. Il y a une dimension de son existence qui est maintenue cloisonnée, qui est maintenue secrète, qui est trop intime et probablement trop angoissante pour être communiquée. Cette part d'ombre sera révélée par des notes rédigées de sa main, saisies à son domicile par la juge d'instruction. Il écrit son dégoût de la sexualité féminine, des règles, des odeurs intimes, sa peur. Il essaie de s'en sortir par une sorte de, je dirais, de mise à distance, de moquerie. Mais tout ça traduit quelque chose qui l'angoisse profondément. C'est pour tenter de percer cette angoisse que lui inspire la sexualité qu'ont été convoquées à la barre certaines de ses relations féminines. Une est venue témoigner aux assises, sa voisine du dessus. Il n'entretient avec elle pas vraiment de rapport sexuel, à l'exception de fellation, par exemple. Il n'y a jamais de rapport sexuel complètement abouti ou de relation amoureuse durable. C'est un jeune homme qui est très solitaire, qui a une vision de la femme absolument abominable, parce qu'il dira, en gros, qu'il y a 2 catégories de femmes dans la vie. Il y a soit les salopes, donc il les range en 2 catégories, soit les pures. Cette image de la femme qui hante Mounir serait, dès lors, une des clés possibles du meurtre de Maria Lopez. Je pense que l'accusé a dû se dire, cette femme qui se prétend si pure moralement, ne l'est pas en réalité, et je vais la faire payer pour ça. Ces préoccupations secrètes qu'il était parvenu à tenir à distance toute sa vie, l'aurait-il rattrapé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2004 ? On n'est pas loin de la psychose. Le sujet en est protégé par des mécanismes extrêmement puissants qui maintiennent une sorte d'étanchéité entre des préoccupations secrètes et une angoisse qui, ce jour-là, ont explosé dans des circonstances particulières et dans une rencontre marquée par un certain nombre de caractéristiques singulières. À ce cocktail explosif susceptible d'avoir provoqué le pétage de plomb s'ajoute un autre pan de la personnalité du jeune homme. Il y a chez lui une sorte de bain de violence. Dans ses cassettes de cinéma japonais hyper violents, ses lectures, qui chez de tels sujets très fragiles peuvent être l'un des multiples facteurs qui contribuent à la bascule dans le passage à l'acte.
La fascination de Mounir Ait Menguellet pour ce genre cinématographique a-t-elle pu le conduire à un processus d'imitation? Le 13 janvier, il a loué Henri, portrait d'un serial killer. C'est un film de série B, mais qui est filmé de manière tout à fait réaliste et qui est tiré donc, de faits qui sont vraiment produits. Et il l'a regardé donc la veille de tuer Madame Lopez. La veille du crime, Mounir avait loué un film, c'est Henri, portrait d'un serial killer. Donc c'est un élément que nous apprécierons, mais parallèlement, il y a une volonté vraiment de mise en scène. C'est quoi cette mise en scène? Alors, il est vrai que dans de nombreuses affaires, par exemple, il y a des serial killers, on va retrouver exactement cette face cachée. Ça, c'est assez typique justement des crimes de serial killers. On ne veut pas voir la personne, on ne veut pas regarder, c'est la face cachée. Hein. C'est-à-dire qu'on fait abstraction de la victime. Ce qui est surprenant, c'est est-ce que ça a été prémédité? Si ça se prépare avant, dans les heures ou dans les jours qui viennent, c'est difficilement compatible avec une démarche pulsionnelle. Là, on serait plus dans une démarche, je dirais, plutôt d'un assassinat avec préméditation que d'un meurtre rituel, pulsionnel, passionnel. Cette thèse de la préméditation de l'acte et donc de sa qualification en assassinat ne repose pas seulement sur la location, par son auteur la veille du crime, du film Henri, portrait d'un serial killer. D'autres éléments bien plus probants existaient qu'ont essayé de faire prendre en compte les avocats de la partie civile. En vain. Lorsque vous avez un individu qui, au lieu de téléphoner d'un poste fixe qu'il a à sa disposition, dans l'appartement de son père, va dans une cabine publique pour téléphoner, il y a quand même quelque chose qui est étonnant, une volonté de dissimulation. Dissimulation de quoi? De ce rendez-vous qu'il provoque, car c'est lui qui provoque le rendez-vous, avec la victime, Madame Lopez. Il est arrivé avec des gants noirs, des gants en latex, il l'a reconnu. Il est arrivé avec tout un set de petits outils qui ont justement après servi à taillader la victime. Il est arrivé avec un préservatif, donc avec la volonté d'avoir des rapports sexuels avec elle, et toute une série d'objets qui permettaient justement d'appuyer la thèse de la préméditation. Elle n'a pas été retenue, comme aucune autre des circonstances aggravant pénalement les faits. Le crime prémédité n'a pas été retenu. Et les actes de torture et de barbarie n'ont pas été retenus. Ces seules circonstances que la loi prévoit n'ont pas été retenues parce qu'elles n'existent pas. Le reste, c'est de l'imaginaire. Pour le défenseur de Mounir Ait Menguellet, la seule thèse qui vaille est celle d'un passage à l'acte pulsionnel né d'une situation particulière. Une brutale confrontation avec un acte qui n'avait pas été voulu et recherché. Une conjugaison de différents facteurs, notamment liés aux médicaments et l'association avec l'alcool. Le mélange qu'a fait Mounir ce soir-là est fortement décommandé. De l'alcool et du Lexomil. Et d'ailleurs, nous savons qu'il ne lui avait pas été prescrit. Il dormait mal et Madame Lopez en prenait et lui en a donné. Pour lui, les autres facteurs dans le déclenchement du meurtre sont d'ailleurs tous à imputer à Maria Lopez. Ce qui ne peut qu'interpeller, c'est que qui fait de la magie noire, qui fait de l'ésotérisme, c'est la victime. S'engouffrer dans la face noire de cette existence de Madame Lopez est assez délicat. Les avocats de la partie adverse sont mal à l'aise car Christina ne peut pas tout entendre. Nous ne pouvons pas, comme dans un autre procès d'assises, asséner des vérités essentielles comme cela, brutes. Non, il faut tout, non pas maquiller, mais il faut tout atténuer, puisque le bout des choses aurait fait raviver la douleur de cette femme. Pour la partie adverse, exactement comme pour les parties civiles, un autre tabou familial pèse de tout son poids. Le père de Mounir Ait Menguellet est une célébrité dont la réputation risque d'être éclaboussée par cette affaire. Retranché dans la négation de son acte, Ait Menguellet ne vacille à aucun moment. Mis à part
lorsque ses parents vont se présenter à la barre. À eux, il va demander pardon. Face à eux, il va enfin verser quelques larmes. La relation de Mounir avec ce père célèbre, le grand chanteur kabyle Louni Saïd Menguellet, est-elle la faille dans la vie de ce jeune homme? Et sa mère, que représente-t-elle pour lui? Quant à l'Algérie, pourquoi Mounir est-il le seul des 5 enfants de cette famille à l'avoir fui? Cette corde algérienne, la cour va essayer de la faire vibrer en faisant citer ses parents. Et c'était, je crois, le 4e jour d'audience. Et ce 4e jour-là, quand sa mère est venue témoigner, l'accusé s'est mis à pleurer. C'était la seule fois. La maman est venue à la barre. Elle a nié les faits. C'était impossible que ce soit son fils. Pratiquement, c'était, nous sommes tous des menteurs, la justice, la vérité, les preuves. Ça veut dire qu'en Algérie, on défend les siens. Cette solidarité, toute la Kabylie s'en fait l'écho. Car Louni Saïd Menguellet est bien plus qu'un chanteur. C'est une figure politique, une incarnation de l'identité et de la culture kabyle. La presse algérienne soutient la famille Menguellet. Elle parle d'une erreur judiciaire, voire même d'un procès raciste. Ce lobby empêchera une autre part de l'histoire de Mounir d'être éclairée lors de son procès. Son éventuelle participation à la guerre civile qui a frappé l'Algérie au début des années 90. Le jeune homme n'a-t-il pas côtoyé là un climat de violence susceptible d'expliquer par la suite son crime de 2004? Et pourquoi est-il ensuite le seul de tous les membres de la famille à avoir quitté le pays? RAS. La défense ne veut manifestement pas s'engager dans cette voie. Même son étrange blessure par balle à la main va rester inexpliquée. Son père était collectionneur d'armes, si j'ai bien lu dans les dossiers, donc les armes, il connaissait. On explique comme ça, d'ailleurs, une blessure à la main qui est un signe de bagarre, visiblement. Même si peu de choses émergent de son passé, certains experts s'en font pourtant une idée précise. Je l'affirme catégoriquement, sans même connaître sa vie, on ne peut pas retrouver un agencement psychique pareil si la personne n'a pas été confrontée à des situations traumatiques extrêmement fortes. Est-ce surtout un individu pénalement responsable ou bien quelqu'un d'inaccessible finalement à tout jugement? L'inceste, ensuite la mise à mort, ensuite les inscriptions kabbalistiques, on n'a jamais vu ça. Donc il est évident que dire qu'un individu est normal quand il a commis cela, c'est déjà quelque chose qui heurte à notre tour, qui heurte notre entendement. L'expertise du docteur Zaguri va privilégier un état intermédiaire, ni tout à fait normal, ni tout à fait anormal. L'altération du discernement de l'auteur des faits au moment où il les commet. Une notion que la Cour va retenir et qui entraînera une réduction de la peine à 20 années de réclusion au lieu des 30 initialement requises. Cette altération du discernement permet en outre d'expliquer que Mounir ait oublié les faits et qu'il puisse donc sincèrement se proclamer innocent. Il est possible que, si vous voulez, dans une visée inconsciente de sauvegarde personnelle, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on rencontre souvent, le sujet se protège en expulsant inconsciemment les souvenirs de la scène, pour retrouver cette espèce de fausse aisance, cette espèce de normalité paradoxale dans cette situation, et qui était la sienne quand je l'ai examinée. La vérité d'Aïd Menguellet, qui est celle de dire je n'ai pas commis ces faits, eh bien, cette vérité lui a été reconnue sincère. Il m'apparaît que le président de la cour d'assises, qui était le président Debon, qui a remarquablement instruit cette affaire à l'audience, a dû considérer qu'on était en présence d'un accusé assez jeune, d'un accusé également ayant potentiellement un avenir compte tenu de ses compétences intellectuelles, et qu'en retenant l'althèse de l'altération des facultés, du discernement, on pouvait lui permettre, dans quelques années, de recouvrer la liberté et de se reconstruire. Pour Cristina Lopez, cette perspective est évidemment insupportable. J'ai beau essayer malgré tout
De passer outre, je n'y arrive pas. Il y a toujours des sorties avant la fin de la peine, mais même si ce n'est pas le cas, il ressort, il en a 48. Aujourd'hui, un homme de 48 ans est très vigoureux. Donc après, c'est vrai, je me pose beaucoup de questions. Et des questions, c'est vrai qu'il en reste beaucoup dans cette affaire. Pourquoi, s'il se dit innocent, Mounir Ait Mengelet n'a-t-il pas fait appel de ce jugement de 2008? Comment quelqu'un qui se dit innocent pourrait-il supporter une telle peine? Et dans quel état sortira-t-il de la prison de Villepinte? Serait-il alors capable de reproduire un tel acte? Ce que je voudrais souligner, et qui me paraît important, c'est le danger en prison. C'est le danger que cet homme peut encore éventuellement représenter, parce que il ne faut pas du tout sous-estimer le pouvoir éventuel de ces individus qui attirent. Ce sont des gens qui, quand on les côtoie, sont charisme. Très fort charisme, paraissent très sympathiques et qui, pour le commun des mortels, comme vous, alors, ont accès à un monde de l'étrange. Et donc ça fascine, ça attire. Ça attire. Et donc il faut. Vous pensez qu'il y a des matons en prison qui vont être fascinés et dresser un petit hôtel vaudou au réfectoire? Moi je pèse mes mots quand je dis cela. Je dis très sérieusement, puisque je sais que cet homme en prison continue à utiliser des langages codés, à dessiner des choses assez ésotériques. Il dessine les ombres des objets sur les murs. Moi, je serais tout à fait, je le dis de manière très claire, de faire très attention, d'être très vigilant sur les relations que peut avoir cet homme avec les différentes personnes qui le côtoient. Avec son tableau d'horreur, ses caractéristiques ésotériques, sataniques, sorcelliques ou même cannibalistes, le crime d'Aubervilliers n'est pas de ceux que l'on rencontre tous les jours. Heureusement, me direz-vous. Mais pour les professionnels qui ont travaillé dessus, difficile de tourner la page. Véronique Donard dissèque de long en large cette scène de crime dans son ouvrage intitulé « Du meurtre au sacrifice ». Stéphanie Marcy en a intégré des pans entiers dans un roman-récit où elle raconte sa vie de jeune avocate pénaliste. Quant au docteur Marc, il a communiqué toutes ses archives d'Aubervilliers à ses confrères anglo-saxons. Elle figure désormais dans la Bible de la médecine légale, aux côtés des pires scènes criminelles recensées de par le monde.